Salut la gang, Faberglass de MMA Talk, puis vous le savez peut-être pas, mais j'ai la fâcheuse manie de tout classer ce qui me tombe sous la main. Ça fait que je vous ai concocté un petit top 10. Le top 10 des meilleurs prospects canadiens en MMA. Mais avant de commencer, laissez-moi un like sur la vidéo, un commentaire pour me dire c'est qui vos prospects canadiens favoris qui vous pensez qui vont avoir le plus de succès dans le futur. Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Comme à l'habitude, le premier critère, les combattants doivent avoir moins de 6 ans d'expérience professionnelle, donc ne doivent pas avoir commencé à se battre pro en 2011 ou après. Donc je prends des gars qui se battent depuis 2012 ou moins que ça. Et puis le deuxième critère de sélection, bien je ne veux pas de gars qui sont avec des promotions majeures comme Bellator ou l'UFC. Donc malheureusement, pas de Mandel Nalo sur cette liste. Il aurait été très haut, mais il vient de signer avec Bellator. Il vient de faire son début avec Bellator. Donc Mandel Nalo n'est pas sur cette liste. Il n'y a pas de Jeremy Kennedy et Gavin Tucker non plus. Et puis on commence avec les mentions honorables. Habituellement, j'en ai 5, mais sur cette liste, le calibre était tellement relevé que j'ai dû en prendre 10. Justin Basra, il est 4-0 et se bat à Bantamweight pour Avoc Fighting Championship. Tony Laramie, 2 victoires et 2 défaites à Flyweight pour TKO. Louis Sanoudakis, 6 victoires, 1 défaite, se bat pour Cage Fury Fighting Championship et est un combattant Bantamweight. Kevin Généreux, 4 victoires, 2 défaites, donc 4 victoires consécutives à 155 livres, il se bat pour TKO. Ketag Pliev, 4-0, 4 victoires à 4 combats, un middleweight chez TKO. Alexis Arguiriou, 5 victoires et 1 no contest, se bat pour Arnold Knox Fighting Championship à 155 livres. Brad Katona, il est 6-0 et se bat pour Avoc Fighting Championship à Bantamweight. Matar Lo, 3 victoires et 1 défaite, donc 3 victoires consécutives chez TKO à 145 livres. Tanner Bowser, 13 victoires, 4 défaites, un des prospects les plus expérimentés sur la liste. Il se bat pour ACB à Heavyweight. Finalement, Alex Morgan, 7 victoires, 3 défaites, se bat pour TKO dans la division 145 livres. Au numéro 10, j'ai un prospect de Patnaud Gatineau et je parle de Julien Leblanc. Il a 5 victoires et aucune défaite. Il se bat à 185 livres, mais c'est un gars qui a déjà mentionné peut-être vouloir faire la coupe à 170 livres dans un futur rapproché. Il s'est battu dans plusieurs promotions, notamment hybride, Prestige FC. Il est supposé d'aller se battre dans l'Est contre Christian Savoie, un autre gars que j'avais considéré pour cette liste aussi. Il a 2 victoires par KO, 3 victoires par soumission. Et dans ses victoires les plus notoires, il y a Drayton Angus et puis Mike Kent. Julien se bat pro depuis 2014, puis c'est un gars qui est très bien entraîné. Il est toujours prêt à prendre des combats. Il est en excellente condition physique. C'est un gars qui est meilleur debout, mais qui est quand même surprenant au sol, qui a été capable de soumettre 3 de ses adversaires, même s'il est plus considéré comme étant un striker généralement. Et qui démontre déjà un trait de personnalité assez intéressant pour les plus hauts niveaux. C'est un gars qui a un très bon fight IQ. Il sait ce qu'il va savoir faire dans la cage. Et puis, c'est pas un gars qui prend des décisions stupides une fois dans la cage. C'est un gars qui est très réfléchi, qui sait quand être agressif et augmenter la pression. T'sais, il a fini ses 5 combats, qu'il sait quelles sont ses forces et puis qui est capable d'imposer son style et de s'arranger pour que son adversaire se batte à l'intérieur de ses forces à lui. Et puis ça fait qu'il n'a jamais perdu un combat puis que c'est un des 10 meilleurs prospects au Canada et un gars en qui j'ai de très grands espoirs pour accéder au plus haut niveau du sport un jour. Puis au numéro 9, j'ai un autre combattant middleweight invaincu qui est aussi un combattant welterweight. Je parle de Chris Anderson. Il est 6-0 et se bat pour Battlefield Fight League dans l'Ouest canadien. Il est leur champion welterweight et leur champion middleweight. C'est un gars qui a affronté quand même un bon niveau de compétition. Ses adversaires avaient 56,52% de victoires au moment où ils l'ont affronté. C'est un gars qui a 5 victoires par KO en 6 combats. Sa victoire la plus notable est contre Jared Revel, un autre très bon prospect. Chris Anderson ne se bat pro que depuis 2015. C'est un excellent combattant, un gars très puissant, puis un gars qui va nécessairement être une menace plus tard au plus haut niveau du sport. C'est un gars qui est très imposant, même s'il se bat en middleweight. Écoutez, c'est un gars de 6 pieds 3 pouces, un très gros bonhomme, très physique, et puis c'est un gars qui est un danger de KO dans tous les combats. Il s'en va se battre contre le vétéran de l'UFC, Matt Dwyer, en début 2018, et puis je pense que ça, c'est vraiment le combat qui a des chances
chance de l'amener dans l'UFC s'il gagne. Il va être 7-0 avec 2 bonnes victoires dans ses 2 derniers combats contre des gars très solides. Donc Chris Anderson, une menace à 185 livres et 170 livres au Canada, et un gars qui va assurément accéder à l'UFC dans un futur quand même rapproché. Au numéro 8, ça me fait un peu mal au cœur de le mettre là, mais je n'ai pas le choix. Je parle de Michael Dufort. Il a 4 victoires et 2 défaites, donc 4 victoires consécutives. Il se bat pour TKO et c'est un combattant welterweight. C'est pour ça que je me dois de le mettre là. Michael a 4 victoires par soumission en 4 combats. C'était à 155 livres. Malheureusement pour Michael, c'est son poids le problème. Il n'est pas capable de faire 155 livres. Par les temps qui courent, il a manqué 3 fois le poids à ses 4 dernières pesées. Et puis, il a quand même des belles victoires dans sa carrière. Robert Serres notamment, qui est un très bon combattant. Il a perdu ses 2 premiers combats pro, mais c'était contre Carl Nelson et Mario Pereira. Il se bat depuis 2012. Ça fait de lui des gars les plus expérimentés sur cette liste. Et puis, c'est un peu pour ça et le fait qu'il doit se battre à 170 livres dans le futur rapproché que je le mets un peu plus bas sur la liste. C'est un gars qui a de la misère à rester actif au travers des années. Seulement que 6 combats professionnels en 5 ans de carrière. Donc, c'est un gars qui, dans un an et demi, devrait tomber à pleine maturité en tant que combattant. Et puis, il n'y a pas encore beaucoup de combats pro. Il va être forcé à se battre contre des gars vraiment plus gros que lui. Mais ça reste un gars absolument exceptionnel. C'est un gars qui peut soumettre n'importe qui au sol. Son combat debout, c'est ça qui doit s'améliorer, mais c'est sur ça qu'il travaille constamment. Puis Mick Dufort, c'est un natural. C'est un spécimen athlétique, un gars qui fait des mouvements avec son corps que lui-même ne comprend pas et n'est pas capable d'expliquer. Il fait juste ça naturellement. Donc j'ai aucun doute qu'avec beaucoup d'efforts, il va réussir à devenir un excellent striker aussi. Puis le jour que ça va arriver, il va être un des gars les plus dangereux dans le sport, à peu importe quel poids il se bat. C'est pour ça que j'ai pas le choix de l'inclure sur cette liste. Et puis, je n'ai aucun doute que si le plein potentiel de Michael Dufort se réalise, ce gars-là aura le potentiel d'être numéro 1 sur cette liste-là. C'est les circonstances un peu du moment qui me font le mettre un peu plus bas que ça. Mais c'est un gars qui, s'il réalise son plein potentiel, il a le potentiel de devenir un top 5 au monde, voire même un gars qui va se battre pour un championnat un jour et peut-être même le gagner. C'est sûr que c'est un spécialiste, mais on voit avec Brian Ortega où être un spécialiste peut te mener si tu es absolument mortel dans ta spécialité. Et puis Michael Dufort est littéralement autant mortel que Brian Ortega au sol. C'est un gars qui est un maître de la guillotine, qui dès que ses mains sont enroulées à l'entour de ton cou, il va absolument te choquer, qu'il soit dans ton dos avec un rear naked choke, que ce soit avec une guillotine. C'est un gars qui travaille des positions bizarres au sol. Un des meilleurs grapplers que j'ai vu dans toute ma vie. Et puis je vous mens même pas, je n'exagère même pas l'affaire. Mick Dufort au sol, c'est quelque chose d'autre. Puis ça fait de lui un prospect absolument incontournable au Canada. Puis un gars qui s'est réussi à se remettre de ces temps difficiles-là, puis se replacer sur le droit chemin de sa carrière. C'est un gars pour qui sky is the limit, pour être bien honnête avec vous. Donc, 8e rang pour l'instant, Michael Dufort, mais je garde un astérix à côté de cette position-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. 7e position, j'ai un gars qui a battu Michael Dufort à leur premier combat professionnel aux 2, Carl Nelson. Et puis c'est juste pour vous montrer un peu ce que j'illustrais avec Dufort. Carl Nelson a aussi commencé à se battre en 2012. Évidemment, si leur premier combat professionnel était l'un contre l'autre. Et puis Dufort est 4-2. Nelson est 11-1 sur une série de 5 victoires. Il est resté très actif. Et sa seule défaite, c'est une défaite par décision dans un combat de 5 rounds. Sinon, il a 3 victoires par KO, 4 par soumission. Il a battu Michael Dufort, mais aussi le vétéran de l'UFC Jonathan Brookins. Ses adversaires avaient un pourcentage de victoire de 57,3% au moment où il l'a affronté. C'est un combattant à 145 livres. Et puis en ce moment, c'est le meilleur 145 livres au pays. C'est le gars qui est le plus près de l'UFC. J'ai d'autres combattants à 145 livres en haut de lui dans le classement. On va y venir sous peu. Vous avez probablement une bonne idée de c'est qui ces gars-là en question. Mais Carl Nelson, sur toute cette liste-là, est probablement un des 2 ou 3 gars qui est le plus prêt à être dans l'UFC en ce moment même. Et puis, si vous avez vu ma chronique Matchmaker pour le TKO 41, que je vais vous mettre en lien ici dans le haut, j'en parlais. Je veux voir Carl Nelson se battre pour le titre TKO contre TJ Laramie. Et puis, je crois que le gagnant de ce combat-là doit s'en aller directement à l'UFC. Donc, Carl Nelson, prospect absolument incroyable. Un gars qui est solide dans tous les aspects, qui est capable de gagner des décisions s'il a besoin de gagner des décisions. Souvent, on voit des prospects qui sont des finishers, puis ça finit tout le monde, puis ça finit. Puis à un moment donné, ça se retrouve à la décision.
Puis c'était un peu plus difficile. Nelson, il nous l'a prouvé être capable de gagner des décisions. Il a 7 finishes en 11 victoires. Donc, c'est un gars qui sera à la décision quasiment autant souvent qu'il finit le combat. Puis ça, c'est souvent une bonne chose en tant que prospect. Puis le gars, il est en train de rentrer dans ses meilleures années d'ici un an et demi. Il va être là. Puis ça va être un gars absolument redoutable. C'est pour ça que je l'ai au 7e rang de mon classement des meilleurs prospects au Canada. Numéro 6, le gars le moins expérimenté sur toute la liste, mais un des gars les plus impressionnants que j'ai vu pour un gars qui a commencé à se battre pro en 2017, mesdames, messieurs, Jordan Graham. 2 victoires, aucune défaite, 2 victoires par finish, 1 KO et 1 soumission à flyweight. Il se bat pour TKO, puis il a déjà battu Tony Laramie à son 2e combat pro. Ça, c'est un accomplissement qui est assez exceptionnel. C'est un gars qui a un Muay Thai absolument exceptionnel debout, qui est un très grand flyweight. D'ailleurs, il est fait grand pour sa division-là. Il est fait sur le long, puis c'est un genre de petit Matarlo, un peu, un gars qui est très solide debout, sait se servir de sa distance, est solide avec ses pieds, avec ses genoux, avec ses coudes. Et puis on l'a vu dans son premier combat, c'est un grappler très sous-estimé aussi. Il a résisté à toutes les attaques complètement folles de James Clark. Il est resté calme, puis quand il a vu l'occasion, boum, il a pris son dos, puis il lui a passé une soumission pour terminer le combat. Donc Jordan Graham, j'ai pas le choix de le mettre là, même s'il y a 2 combats pro, c'est vraiment un top level prospect comme on en voit rarement dans ce sport-là. En plus d'être un athlète naturel, ben il a le corps qui est parfaitement fait pour faire ça au poids auquel il se bat. Donc Jordan Graham, un gars pour qui sky is the limit aussi. Et puis au numéro 5, un incontournable TJ Laramie, le champion featherweight de TKO. Il a 7 victoires et 2 défaites. 2 défaites un peu flouky d'ailleurs, si on peut se le permettre. La première contre Vince Murdoch, c'est une décision qu'il n'aurait jamais dû perdre. Je crois qu'il a gagné ce combat-là. Je vais toujours croire qu'il a gagné ce combat-là. Je ne sais pas qui l'a jugé, mais il savait absolument pas ce qu'il regardait. Et puis le combat contre Morgan, oui, il s'est fait absolument clipper contre Morgan. C'est vrai que TJ Laramie n'était pas out et il aurait dû avoir eu la chance de survivre un peu plus longtemps. Est-ce que ça aurait causé, est-ce que ça aurait apporté la victoire ou ça aurait apporté de se faire KO pareil parce qu'il se battait de façon beaucoup trop agressive pour se battre contre Alex Morgan, entre vous et moi. Donc autant c'est une victoire bien méritée pour Morgan, c'est une défaite qui est un peu amère pour Laramie parce que si on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver s'il avait eu un peu plus de temps pour se défendre et l'arbitre n'en a pas accordé assez. Donc c'est des choses qui arrivent, mais TJ Laramie est quand même un top level prospect qui vient nous le montrer contre Charles Jourdain. C'est un gars qui a tellement eu des améliorations au niveau stratégique. C'est non seulement un athlète, un autre gars qui est tout petit, un peu comme son frère, mais lui, il a vraiment trouvé le style qu'il veut adopter pour nullifier l'avantage de portée que tous ses adversaires ont sur lui. Puis ça marche super bien parce qu'il a pris un des meilleurs range strikers qu'on a vu au Québec en très longtemps, en Charles Jourdain. Puis il l'a ridiculisé pendant 5 rounds en l'amenant au sol et en le dominant complètement là. Puis c'est un gars qui est très naturel, qui a une excellente lutte, mais qui est aussi un excellent striker, un gars qui a 4 KO pour 2 soumissions, une victoire dans un combat de 25 minutes. Et puis ça, autant pour lui que pour Charles Jourdain, c'est une expérience qui est incomparable pour un prospect qui se bat depuis seulement que 2015 en TJ Laramie. Le fait d'avoir déjà un combat de 25 minutes dans le corps, un combat qu'il a d'ailleurs gagné, qui a dominé du tout au tout, ça c'est de l'expérience que beaucoup d'autres prospects sur cette liste n'ont pas. En fait, il y a seulement que 4 gars sur 10 sur la liste qui ont déjà combattu pendant 25 minutes. Et sur ces 4 gars-là, il n'y en a seulement que 2 qui ont gagné ce combat-là. Donc, une expérience qui est incomparable pour TJ Laramie. Et puis, on n'a pas le choix de le mettre dans le top 5 de cette liste-là. C'est un gars qui, je l'ai un peu mentionné plus tôt, est probablement à 1 ou 2 combats de l'UFC en ce moment. Puis, c'est un gars qui a seulement que 20 ans. Donc, c'est absolument incroyable jusqu'où ce gars-là va être en mesure de se rendre. Et puis, il est en train de nous montrer que le potentiel qu'on croyait qu'il avait est probablement encore plus grand qu'on l'anticipait. Au numéro 4, je n'ai pas le choix de le garder si haut sur la liste malgré sa récente défaite. Je parle de Charles Jourdain, les 5-1. Dernier combat, ça a été sa première défaite en carrière contre TJ Laramie. On sait tous, c'est quand même récent. Il se bat à 145 livres, 4 victoires par KO, 1 victoire par soumission. Il a une défaite dans un combat de 25 minutes, une expérience incomparable pour un jeune de cet âge-là, je viens d'en parler. Sa victoire la plus notable est contre Will Romero, il a perdu contre TJ Laramie, il se bat pro depuis 2016 seulement. C'est ça qui est surprenant un peu parce que si vous suivez l'actualité du MMA québécois depuis quelques années, on dirait que Charles Jourdain il est là depuis toujours, de la manière qu'il se comporte hors de la cage, dans la cage. C'est un gars très réfléchi, très intelligent dans toutes les réponses qu'il donne aux journalistes et puis il démontre
une maturité pour son jeune âge qui est absolument incroyable. Et puis je pense que c'est ça qui nous force de le mettre si haut dans la liste. Parce que oui, Charles Jourdain vient de carrément se faire expose au niveau de la lutte. Et puis, s'il y a un gars pour qui ça ne m'inquiète pas, c'est bien Charles Jourdain, parce que je le sais que le gars, il est tellement analytique, tellement stratégique dans la manière qu'il pense au sport, dans la manière qu'il pense à ce que lui veut faire, à ce que ses adversaires veulent faire. C'est un gars qui est très réfléchi. Puis là, ça a été mis blanc sur noir. Ce qu'il a amélioré, c'est sa lutte. Donc, c'est des petits ajustements qu'il doit faire ici et là. Mais s'il y a bien un gars pour qui j'ai absolument confiance qu'il va faire ces ajustements-là, c'est bien Charles Jourdain. Et ça fait de lui, ça va le rendre un combattant encore plus dangereux. J'ai pas hâte de le voir revenir dans la cage. En fait, j'ai hâte, mais j'ai pas hâte pour son adversaire, parce que je pense que ça pourrait être un combat assez violent pour lui. On va voir un Charles Jourdain probablement transformé, un gars qui va avoir quelque chose à prouver. On s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à lui donner cette ceinture-là sur un piédestal. Mais là, il vient de perdre un combat, puis il va revenir à son prochain combat avec quelque chose à prouver sans aucun doute. Et puis, c'est un gars qui donne un spectacle absolument incroyable de par son talent debout, et puis le fait qu'il vient de se faire infliger une défaite va le rendre encore plus dangereux. J'ai tellement hâte de voir la suite des choses dans son cas. Probablement encore plus que s'il avait gagné, pour être honnête avec vous, parce que là, je pense qu'on va voir de nouvelles choses chez Charles Jourdain. Puis le fait qu'il va être un combattant encore plus complet, encore plus motivé, encore plus focus, ça va le rendre absolument redoutable. Ça reste un talent inné, un gars qui a le potentiel de devenir un grand combattant. Et puis je le place au 4e rang, Charles Jourdain. Et on passe au top 3. Et au numéro 3, j'ai Marc-André Barriault, 9 victoires, 1 défaite, dont 6 victoires consécutives. C'est le champion middleweight de l'organisation TKO. Vient de nous livrer une guerre de 25 minutes absolument mémorable contre Strania Gavrilovic. C'était sa 2e victoire contre Gavrilovic. Il a déjà battu Todd Stout, Joe Vallée, Yassine Badoui. Dans le cas de Vallée, c'était pour venger la seule défaite qu'il a subie dans sa carrière. Il a 6 victoires par KO, 1 victoire par décision de 25 minutes. Et puis la chose la plus impressionnante dans tout ça, c'est que Marc-André Barriault a fait ses débuts en MMA professionnel en 2014. C'est un gars qui n'a même pas 4 ans d'expérience pro encore. Et puis, je le dis depuis longtemps, moi je pense qu'il est prêt pour l'UFC. Et puis, le combat contre Gavrilovic m'a encore plus prouvé ça. Ça peut probablement prouver que Gavrilovic pourrait être dans l'UFC lui aussi. Un cogneur debout, oui, un gars qui peut faire très mal avec ses mains, passer le KO à presque n'importe qui, mais aussi un combattant très intelligent, un gars qui sait qu'est-ce qu'il veut faire une fois dans la cage, et puis qu'il sait quand est le moment de faire telle chose, de faire telle autre chose, quand est le moment d'essayer de gagner le round avec un takedown de dernière minute, avec le coup clé dans le round, ou de comment casser la cadence de l'autre en l'amenant dans le clinch, en le faisant travailler, en le faisant lutter, juste pour se défendre, pour vider son gas tank un peu, puis avoir l'avantage au niveau du conditionnement physique. Donc Marc-André Barriault, un combattant vraiment intelligent, un gars que je dis qui est prêt pour l'UFC, un gars très bien entraîné. Écoutez, Patrick Marcil, Danny Laflamme, très bons entraîneurs ici, un gars qui est très bien entouré aussi, un gars qui a tous les atouts pour réussir. Et puis je pense qu'on va le voir dans l'UFC dans un futur très rapproché. Puis il y a définitivement un Canadien qui peut arriver dans la division middleweight de l'UFC et faire du bruit automatiquement en faisant d'autres chose que Ryan James, défendre des coups de poing avec son menton. C'est Marc-André Barriault, un gars pour qui j'ai beaucoup d'attentes dans le futur. Et puis, à chaque combat, il continue de me montrer des choses de plus en plus belles et d'être un combattant de plus en plus mature. Et je crois que le futur qui attend Marc-André Barriault est très bright. Ça va être un gars qui va avoir une très belle carrière au plus haut niveau du sport. Et on ne peut qu'avoir hâte de le voir atteindre ce niveau-là. Donc, Marc-André Barriault, je l'ai au 3e rang. Et au numéro 2, j'ai le Kung Fu Panda en personne, Adam Daichka. 7 victoires et aucune défaite. 7 KO, poids lourd. Il a battu Bakary Sako récemment pour être couronné champion heavyweight de TKO. Il a aussi battu Bobby Sullivan dans une guerre absolument épique. Lui aussi se bat pro depuis seulement 2014. Et puis Adam Daichka, c'est non seulement un favori de la foule naturel, un gars qui a une personnalité magnétique. Et puis dans la cage, il a un style absolument incroyable. Un vrai cogneur heavyweight. Un gars avec une main droite absolument
absolument exceptionnel, mais aussi un combattant poids lourd qui est très rapide et mobile pour un gars de 260-265 livres. Et puis, un gars qui va arriver dans l'UFC puis qui ne donnera vraiment rien physiquement aux autres gars. Un athlète surprenant. Quand tu regardes sa shape, c'est un gars qui se déplace tellement rapidement, qui frappe tellement fort. Un gars aussi qui est intelligent dans la cage, qui a toujours un bon game plan puis qui sait dans quel genre de situation il veut se retrouver. Donc, Adad Daichka, c'est un gars qui peut arriver dans l'UFC demain matin et faire des dommages. C'est sûr que j'aimerais le voir affronter Tanner Boser avant ça, mais c'est pas parce qu'il en a besoin, c'est juste parce que je pense que ça va être un excellent combat puis je suis toujours down de voir un excellent combat. S'il y a un gars sur cette liste qui peut arriver dans l'UFC demain matin puis être un des favoris de la foule après un ou deux combats, c'est Adad Daichka. Donc, j'ai pas le choix de le mettre si haut. Le sky is the limit pour le champion heavyweight TKO, Adad Daichka. Et au numéro 1, finalement, il ne me laisse aucun choix que de le mettre là à cause de son dernier combat. Il nous a prouvé qu'il était un combattant absolument élite. Et je parle de Yoni Sherbatov. Il a 7 victoires, aucune défaite et un combat nul. Ses adversaires avaient presque 60% de taux de victoire quand ils l'ont affronté. C'est à 59,3%. Un combattant 125 livres qui a 4 KO et une soumission, 2 victoires par décision en 7 combats. Il se bat pro depuis 2014. Son combat nul était contre Tyson Nam, un excellent combat. Il a aussi battu Adrian Woolley et Zach Makowski à son dernier combat avec ACB. Et puis, ce combat-là a fait que je n'ai pas le choix que de le mettre dans le top 20, top 25 au monde présentement. Puis c'est un gars qui est encore un prospect qui ne se bat pro que depuis 3 ans. Et puis, il est déjà en position d'être un des 20-25 meilleurs flyweight au monde avec les performances qu'il nous a montrées. Un gars qui a son combat au sol s'est tellement amélioré. Un gars qui est rasé avec une excellente lutte. Et puis, son combat debout a toujours été ce qu'on regardait chez lui, un excellent stand-up fighter. C'est sûr qu'il y a eu un petit faux pas dans la maison de Ultimate Fighter là, quand il a essayé de faire Tough, mais Tough est une place que s'il y a des excellents combattants qui ont été là puis ils n'ont pas été capables d'avoir du succès, il est sorti de là puis il nous a prouvé assez rapidement que c'était pas vraiment de quoi qui voulait rien dire dans son cas. Il vient de battre Zach Makowski, comme je le dis, puis je vais leur dire, c'est une victoire absolument incroyable pour un jeune qui a ce nombre d'années d'expérience-là, de battre un vétéran de l'UFC que plusieurs considéraient encore comme étant un top 10, top 15, peut-être top 20 maximum au monde. Il n'y a personne qui mettait Makowski plus bas que ça, et puis Sherbatov est arrivé là, il l'a battu, puis il n'a même pas laissé aucun doute dans l'esprit de personne de qui avait gagné ce combat-là. Je n'ai donc pas le choix. C'est le meilleur prospect au Canada, le gars qui peut arriver dans l'UFC demain matin affronter un gars du top 15 et probablement le battre et se retrouver en title contention. C'est un gars qui démontre tellement un haut niveau de MMA tôt comme ça dans sa carrière qu'il est juste de passer ce qu'il va être capable de faire dans 4 ou 5 ans d'ici. C'est absolument épeurant. C'est pourquoi je n'ai pas le choix que de le mettre comme numéro 1 de ma liste des 10 meilleurs prospects canadiens en MMA. C'est donc ce qui conclut mon top 10. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié ce que vous avez vu. Laissez-moi un commentaire pour me dire c'est quoi votre top 10, qui j'ai oublié, qui aurait dû être ranké où. Abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Et puis on se voit une prochaine fois.